Bienvenue à l'Alliance avec les Autochtones et soins tenant compte des réalités culturelles. Je travaille ici à l'AMA et je serai votre animatrice pour la session. Avant de commencer, quelques points d'administration. Pourriez-vous vous assurer de mettre vos microphones en sourdine et allumer vos caméras pour qu'on voit votre visage? Ça aide tout le monde à voir les visages lorsqu'on parle. On vous demanderait aussi d'ajouter votre prénom, nom de famille à votre profil en cliquant sur votre image pour qu'on puisse vous utiliser votre nom lorsqu'on vous parle. Et finalement, la séance d'aujourd'hui est enregistrée, la partie plénière, pour prendre des notes. Nous allons aussi partager des extraits vidéo de la séance après la journée d'aujourd'hui. J'aimerais d'abord inviter ma collègue Sarah Williams de partager une bénédiction pour qu'on ait de bonnes intentions pour notre séance d'aujourd'hui. Dr. Williams. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Sarah Williams. Je suis Anishinaabe de Kirk Lake, Première Nation. Je vis à Victoria, Colombie-Britannique. Je vous appelle de la terre des Algonquins, qui sont co-Salish et appartiennent aux Esquimaux. Et c'est un privilège de parler avec vous. On veut reconnaître d'abord Murray Sinclair, qui est décédé ce mois-ci comme président de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Murray Sinclair a aidé à exposer les grandes injustices auxquelles les peuples autochtones ont fait face dans les écoles résidentielles du Canada. Il a fait une demande à l'action pour que tous les Canadiens prennent la responsabilité de l'histoire du Canada et l'héritage de colonialisme. Murray Sinclair avait une vision de la réconciliation qui disait que la guérison, ce n'est pas que de reconnaître le passé, mais d'agir aussi pour faire face aux impacts et aux torts continus. Dans les soins de santé, ça signifie confronter les barrières systémiques qui excluent les Autochtones et bâtir un système qui se concentre sur les humains sans racisme et qui soit sûr culturellement. Murray nous a enseigné qu'il est important d'écouter. Il a dit que la guérison commence lorsqu'on écoute les histoires et les expériences de ceux qui ont subi des torts. Dans la santé, ça signifie travailler avec les communautés autochtones, comprendre l'impact de l'expérience vécue et intégrer les perspectives culturelles à la guérison et les pratiques de santé. Nous rendons honneur à Murray Sinclair et reconnaissons les principes de justice, d'équité, de sécurité culturelle. Travaillons ensemble pour bâtir un système de santé qui respecte les droits des Autochtones et fournit des soins qui sont pleins de compassion et respectent leur culture. Merci. Merci, Dr. Williams, de nous avoir rappelé la vision de Murray Sinclair. J'aimerais inviter Dr. Joss Reimer, présidente de la MA. Merci, Shuka, Dr. Williams, et bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer, je vis à Winnipeg, traité 1, territoire traditionnel des Anishinaabe, Cree, Dene, Dakota et des Métis de la Rivière-Rouge. Je suis aujourd'hui à Ottawa, terre traditionnelle non cédée des peuples algonquins Anishinaabe qui s'occupent de ces terres depuis les temps immémoriaux. Je veux reconnaître et refléter sur notre engagement d'écouter, d'apprendre et d'être dans le sentier de la réconciliation. Nous avons émis des excuses au nom de tous les médecins pour les torts actuels et continus auxquels font face les Inuits, Métis et Premières Nations au Canada et qui continue. Donc, tandis que nous commençons cette conversation aujourd'hui, il est critique de penser aux terres où nous sommes et les peuples qui s'y trouvent
avant nous et qui continuent à être ici, qui continuent à vivre des torts dans le service de santé. Peu importe où vous êtes, je vous encourage à prendre un instant pour penser où vous vivez, qui y est et s'en occupe, et que ce soit seul dans votre tête ou sur le clavardage, de partager où vous êtes et de dire quel impact sur votre travail ont ces gens et votre impact sur ces gens. Vous pouvez partager ou le garder pour vous. Comme médecin, on voit comment le système de santé, dans le passé et aujourd'hui, continue à nuire au peuple autochtone. Je travaille dans l'hôpital où Brian Sinclair est mort après avoir été oublié pendant 30 heures à l'urgence sans recevoir de soins. Donc, chaque jour que je travaille, c'est une occasion de refléter sur son expérience, pas juste pour lui, mais comment ça touche tant d'autres personnes dans cet hôpital, dans d'autres hôpitaux, et toutes les histoires que nous entendons des gens qui essaient d'avoir accès au système de santé au Canada. Je travaille avec des patientes enceintes. J'ai entendu de beaucoup de mères autochtones qui ne viennent pas à leur rendez-vous prénataux parce qu'elles ont peur qu'on leur enlève leurs enfants. J'ai servi des patientes en obstétrique qui viennent du Nunavut en avion un mois avant leur date d'accouchement. Ils font face à quelque chose d'incroyable dans une ville qu'ils ne connaissent pas, où la langue, la nourriture, où tout est différent, où elles ont un logement temporaire dans leur valise et qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants et d'autres membres de leur famille chez elles. J'ai entendu des collègues autochtones parler de leur expérience avec la médecine et comment ils font face à des suppositions de non-autochtones et font face à leurs propres barrières systémiques, que ce soit l'accès équitable pour les populations autochtones, leur droit de déterminer leurs soins ou le manque de représentation des systèmes traditionnels de guérison ou de connaissance. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont des expériences similaires où vous avez vu les injustices de notre système. Vous êtes ici parce que vous voulez rendre le système de santé meilleur pour tous nos patients et nos collègues. Donc, nous avons tenté d'améliorer le système, mais il va sans dire que des changements se sont produits. Il reste encore beaucoup de travail à faire et nous voyons que le tort se poursuit. Il faut en tenir compte aujourd'hui et le ramener dans nos communautés. À l'AMC, nous avons fait une priorité de l'équité des soins pour les communautés autochtones et des endroits où où il- où les médecins peuvent apprendre en sécurité, en reconnaissant ce qu'ont vécu les torts qui ont été vécus dans le système médical. Comme je l'ai dit au début, comme vous le savez tous, le 18 septembre, l'AMC a demandé pardon pour son rôle, le rôle de la profession médicale dans tous ces dommages. Donc, cette excuse publique a été critique pour faire progresser les changements dans le service de santé, pour améliorer les relations entre les médecins, les établissements médicaux et les peuples autochtones. Les excuses ont fait partie de notre réponse à la Commission de la vérité et de la réconciliation, une recommandation faite par le cercle autochtone de l'AMC avec des autochtones qui ont joué un rôle fondamental dans notre rôle pour améliorer comment nous interagissons avec les communautés autochtones et le travail que nous faisons pour contribuer à la réconciliation au Canada. Je dois remercier tous ceux qui ont aidé à guider l'AMC, à me guider personnellement dans ces excuses et dans le travail que nous faisons. Le Cercle autochtone, les membres de la communauté, les médecins, je vous remercie de nous avoir conseillé sur comment nous pouvons avancer. Mais des excuses en soi, ce ne sont que des mots. C'est une étape très importante, mais ce n'est que la première étape.
Si ce n'est pas accompagné d'action, ça peut causer plus de tort qu'autre chose. Donc, nous allons avoir un plan d'action de réconciliation pour dire comment nous allons faire progresser la santé, le bien-être des peuples autochtones, comment nous allons appuyer notre séjour vers la vérité, réconciliation et encourager la réconciliation interne comme organisation. Nous avons déjà amplifié la voix des Autochtones auprès des gouvernements. Nous avons pris part à un comité pour aider à créer la loi sur l'eau propre, pour criminaliser la stérilisation forcée. Nous avons demandé au gouvernement de financer des approches pour faire face au changement climatique. Un autre engagement sur lequel nous travaillons, nous allons revoir le code d'éthique et de professionnalisme pour renforcer les dispositions sur le racisme et la discrimination anti-autochtone, ainsi que toute forme de discrimination. Nous fournissons du financement aux partenaires qui visent à améliorer la santé et le bien-être autochtone en démantelant la discrimination. Plus récemment, nous avons appuyé The Winds of Change. Il s'agit d'une norme de sécurité culturelle autochtone. Nous avons développé un nouveau guide pour les médecins et appreneurs pour la bien-être et la guérison. Et nous sommes ici pour discuter des alliés et de la sécurité pour appuyer tous les médecins dans leur sentier de la réconciliation. Donc, l'AMC ne devrait pas être seul dans ses actions. Nous ferons cette prochaine partie en partenariat avec les Premières Nations, Inuit et Métis, avec d'autres organisations médicales. La séance d'aujourd'hui nous permet de discuter comment les droits autochtones devraient être enchâssés dans les services de santé et comment on devrait changer les soins que nous fournissons. Nous avons eu quelques médecins qui ont partagé leur expérience avec vous et je suis excitée d'apprendre de leur part. Je vous demande d'écouter, de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour influencer le changement. Nous sommes responsables de ce qui s'est passé, mais nous sommes surtout responsables de l'avenir. Peu importe dans quel stade de votre carrière, nous pouvons tous apprendre, nous pouvons tous corriger ce qui s'est passé et arrêter de causer du tort. Et donc, j'ai bien hâte à notre session aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre les gens qui se sont joints à nous pour partager et de vous entendre tous et qui partagerez votre expérience. Je donne la parole à votre présidente de séance. Merci, Dr. Reimer. Nous allons parler de nos buts. Vous les voyez à l'écran. On a parlé du parcours de réconciliation, notre engagement à prioriser les services respectueux pour les apprenants et les patients. Ça signifie travailler avec les peuples autochtones. Ça signifie aussi écouter, apprendre et prendre le temps de comprendre les questions qui contribuent au tort que nous voyons dans les communautés autochtones. Beaucoup d'entre vous nous avez dit que vous voulez du soutien, de l'aide et des façons d'encourager la façon d'être un allié. Aujourd'hui, nous allons entendre davantage sur les droits à l'autodétermination, des exemples pratiques d'être en alliance et nous allons penser à ce que vous avez écouté, ce que ça veut dire pour vous et quelles sont nos possibilités à tous de renforcer nos relations avec les communautés autochtones et à faire des changements. Pour notre ordre du jour, dans un instant, nous entendrons nos panélistes. Ensuite, il y aura une période de questions. Dans la dernière partie de la séance, nous vous redonnerons la parole. On se retrouvera en petits groupes pour réfléchir à ce qu'on a entendu. On parlera de ce que vous pouvez faire et de ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la réconciliation. Ensuite, on partagera les prochaines étapes avant de clore. C'est beaucoup en 2 heures, comme vous le voyez, mais je m'engage à ce qu'on respecte l'ordre du jour pour que vous ayez le temps d'entendre des panélistes, mais les uns des autres.
Utilisez le chat si vous avez un commentaire ou une question pour qu'on vous entende. On lira tous les commentaires. Avant de passer à nos panélistes, on voulait faire un exercice de réchauffement pour et la réconciliation. Vous verrez un sondage. Dites-nous où vous êtes dans votre séjour vers la réconciliation. Prenez un instant. On vous donne encore quelques secondes. Partageons les résultats. La moitié d'entre nous avons pris quelques pas, d'autres essayons encore de faire quelques pas. Donc, lorsqu'on ira dans les groupes, assurez-vous de le partager parce que tout le monde est d'un point de départ différent. Passons à la prochaine question. Ce qu'on veut que vous fassiez, c'est de répondre à la question. Lorsque vous pensez à la réconciliation dans les services de santé, qu'est-ce qui vous vient en tête? Mettez les mots que vous avez en tête dans le clavardage. Je regarde de ce côté-ci, c'est un autre écran. Soins équitables, relations, disparité sanitaire, inclusion. Ne pas avoir peur, c'est difficile parce que c'est épeurant pour certains. C'est difficile. Visibilité, sécurité, gouvernance, action. L'action, c'est un grand mot, surtout dans ce travail. Il faut se diriger vers le changement. Respecter les traumatismes, la culture, la communauté, meilleurs soins, les groupes marginalisés pour que tout le monde fasse partie du groupe. Ce sont de beaux mots et de ce que ça pourrait être la réconciliation. Continuez, mesurer, ça aussi, la justice, les soins fournis par les Autochtones eux-mêmes, que les gens s'occupent de leurs gens dans des façons qui sont logiques et respectent la sécurité culturelle. Notre troisième question, la question finale, c'est pour la réconciliation. Quel est le rôle des apprenants médicaux et des médecins? Prenez un instant, mettez-le dans le clavardage. Être humain, ce qui nous unit, ce qui est plus que ce qui nous divise. On a des similitudes. Est-ce que ça peut être utilisé? Écouter, appuyer, partenariat, que les patients n'aient pas peur de vous. Partenariat, pas paternalisme. Co-création, appuyer les soins. C'est un désir de travailler ensemble, de travailler avec les peuples autochtones, connaître la personne, être un allié, ne pas juger. Ce que j'aime, c'est que c'est un désir de faire les choses différemment. On demande à nos panélistes de prendre les mots qu'on entend et de les utiliser dans leurs exemples, dans les séances en petits groupes. Merci d'avoir pris quelques instants pour répondre à ces questions. Commençons avec notre panel parce qu'on a très hâte de les entendre. Je les présente. Notre premier panéliste, Dr. Rochester Horn, qui est de Ganyan-Gehak, de Kennewick et Akwesasne. Elle est médecin depuis 6 ans, supervise des résidents, des étudiants en médecine à Akwesasne
Elle est directrice des soins cliniques dans le département des soins à Akwesasne. Elle enseigne comment fournir des soins et les former dans les paradigmes occidentaux et autochtones. Notre prochain panéliste, Dr. Melissa Lam, qui est médecin de famille à Vancouver pour les zones rurales et présidente de l'Association des médecins pour l'environnement, CAPE, est directrice de Park, Fondation Park. Elle est reconnue dans le domaine de la biodiversité et de la santé et a travaillé sur plusieurs domaines pour ce qui concerne la santé durable. Sarah L'Espérance, docteur qui passe son temps en pratique clinique entre le Nunavut et la région Micmac de la Nouvelle-Écosse. Elle est présidente de- du Collège des médecins du Canada. Elle travaille dans le nord du Canada et a eu plusieurs postes dans le domaine de l'enseignement. Elle a fait des publications sur le traitement à Nunavut notamment. Dr. Reimer est notre animatrice. Dr. Reimer, je vous donne la parole. Merci, Choka. Merci à tous nos panélistes. Je pensais qu'on commencerait par Dr. Horn. On devrait parler de la relation à la santé et l'autodétermination. Il y a des torts, notamment le manque d'autodétermination. Donc, que sont les causes de ces iniquités? Comme quel effet sur les résultats de la santé? Je suis contente d'être aujourd'hui. Je vous parle d'Akwesasne. Je suis Mohawk et médecin. Lorsqu'on parle des causes sous-jacentes des inéquités, il faut parler des déterminants sociaux de la santé. Comme ça a été souligné dans le rapport Lalonde dans les années 70, la santé, ce n'est pas que ce qui se passe à l'hôpital ou à la clinique, mais tous ces autres éléments, ce qui constitue 80% de notre santé. Il y a une distribution inéquitable des déterminants de la santé à cause de trois lois principales. La loi nord-américaine qui crée l'Amérique du Nord en 1867, qui donne les mandats fédéral, provinciaux et municipal, et on est distinct. Ensuite, la loi sur les Indiens de 1876 qui réglemente toutes nos vies, notamment comment les services de santé sont fournis, et la loi sur les territoires indiens, et qui donne la direction de nos terres aux provinces. Nous n'avions plus droit à l'économie, nous ne pouvions pas préserver la biodiversité, préserver les relations à la terre. Donc, il y a un problème de santé à cause de la séparation de ce qui nous rendait sains. Je ne sais pas si vous voulez que je continue de parler. À un moment donné, nous étions très en santé, nous étions autosuffisants, nous avions une relation incroyable avec tout ce qu'il y avait dans notre zone, dans notre région. Nous étions là pour nous occuper de la terre et nous occuper de l'équilibre entre toutes les parties de la création pour pouvoir continuer à vivre en harmonie. D'où je viens, il y a plusieurs façons importantes de participer à des relations et j'en parlerai plus tard, mais c'est enchâssé dans nos ceintures wampum qui sont très, très importantes. Je vous en montre
une, c'est une assiette avec une cuillère qui vient de la région dans le nord du lac Ontario, Saint-Laurent, et on vit tous dans cette région. On partage la région. On a le droit de pêcher, de chasser, de cueillir. On a tous besoin de respirer, de manger. Il nous faut tous vivre. Donc, il y a un endroit où on peut partager. C'est une terre commune et c'est très important d'y réfléchir parce qu'actuellement, on a de moins en moins de ressources. La terre est une ressource qui n'est pas infinie. On ne répond pas à nos besoins parce qu'on ne réalise pas que ce n'est pas une ressource infinie. Nous y sommes tous ensemble dans l'expérience humaine. Le mouvement climatique et toutes ces choses y sont reliées. Donc, l'assiette avec une cuillère, c'est un rappel important. On a des ceintures wampum pré-contact qui décrivent comment on pense aux relations entre nous, aux membres de notre communauté, l'environnement, le passé, l'avenir et le monde spirituel, les autres êtres. Dans le passé, on s'est fait enlever systématiquement toutes ces relations avec toutes les lois qui ont été adoptées. Et c'est pour ça que nous sommes en si mauvaise santé. L'accès à des choses générales comme les transports, la communication, de la nourriture durable, saine, de l'eau saine, accès aux services de la santé, enseignement. La plupart des communautés n'ont pas d'école secondaire dans leur communauté. Donc, et la gestion des déchets, le développement économique, toutes les choses auxquelles les Canadiens ne portent pas attention, c'est différent pour les peuples autochtones, tous les services qu'on fournit aux Canadiens. Donc, si on comprend comment le Canada est organisé, on peut commencer à comprendre la distribution inéquitable des services et pourquoi il y a encore des problèmes aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Horn. J'apprécie vraiment la façon dont vous expliquez le background historique et des liens entre la terre, la santé, comment c'est important pour les communautés, les peuples autochtones. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ce qui a fait qu'on est dans notre situation. Dr. Lem, je vous invite à parler de la santé et de l'environnement. Bienvenue. On a beaucoup discuté qu'il y a des effets disproportionnés sur les populations autochtones et que cela peut avoir une incidence sur leur santé en dehors du système et et qui sont plus durement touchés. Vous, en tant que médecin, qu'avez-vous observé sur le terrain? Pensez-vous que le racisme environnemental a un effet négatif sur la santé et le bien-être des populations autochtones? Que pouvez-vous nous faire? Merci beaucoup pour la question. D'une part, nous devons voir à quel point les facteurs écologiques comme de l'eau potable, de l'air pur, un climat stable, la Terre, en fait. Alors, depuis des temps immémoriaux, vous êtes là. Il peut y avoir aussi des évacuations lorsqu'il y a eu les incendies. Rappelez-vous des 5 Premières Nations près de Linton, lorsqu'il y a eu ce dôme de chaleur. Les déterminants socio-économiques de santé, comme l'éducation, le logement, on voit facilement qu'ils n'ont pas le même accès aux soins de santé. C'est pour ça que l'OMS déclare que les changements climatiques est la plus importante menace pour la santé. Les personnes autochtones sont plus durement touchées en raison de d'autres problèmes systématiques, mais le fait qu'ils sont des liens plus forts avec la Terre. Moi, je travaille à Vancouver, sur le territoire traditionnel non cédé des Musqueam. Nous sommes près 60% des gaz à effet de serre provient du gaz naturel utilisé pour chauffer nos maisons. Ce n'est pas naturel. Une bonne partie est
est extrait par la fracturation. Et c'est dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Et nous savons que la fracturation pollue l'air, les cours d'eau avec des produits chimiques très toxiques. Et c'est la raison pour laquelle on lance l'alerte dans le nord. Il y a beaucoup plus de cancers, de problèmes respiratoires et de problèmes à la naissance. Les recherches scientifiques montrent qu'il y a beaucoup plus de métaboliques dans les femmes, dans l'urine des femmes autochtones que les non-autochtones. On sait que le benzène est utilisé dans la fracturation. Il n'y a pas de seuil sécuritaire. L'industrie des combustibles fossiles nuit à la santé des gens qui habitent près des sites d'extraction. Nous devons être conscients en tant que cliniciens, principalement si nous travaillons avec les populations autochtones qui proviennent ou vivent près de ces sites industriels. Lorsqu'un patient autochtone se présente avec des symptômes vagues comme la fatigue, la difficulté de respiratoire, peut-être de la fibrose pulmonaire ou des problèmes de cancer, il faut poser beaucoup plus de questions sur l'environnement et l'exposition. Le racisme environnemental dit que les populations autochtones vivent plus près de sources de pollution que les communautés non autochtones. Bon, on a des faits. J'aimerais savoir, que devons-nous changer? Lorsqu'on pense à changer un système, on parle souvent des alliés, des soins de santé, et souvent, ce n'est pas toujours clair. Comment pouvons-nous démontrer le fait que nous sommes un allié plutôt qu'un témoin? J'aimerais revenir à Madame. Selon vous, quelle est votre définition d'être un allié au niveau organisationnel? Et allons jusqu'au point de la relation patient-médecin. Réponse. J'apprécie votre question. Une question complexe. Et on le voit partout au Canada. Lorsqu'on parle d'avoir des alliés, on parle ici de relations. Donc, la question qui se pose, c'est comment pouvez-vous établir des relations qui n'ont jamais existé auparavant? Il faut utiliser notre passé. D'une part, pour une relation, il faut accepter la vérité, la reconnaître et être d'accord. Nous avons certaines vérités et la société canadienne en son ensemble a une autre vérité. Et ce n'est souvent pas toujours la même. Nous devons trouver des façons de trouver ces vérités. Et c'est un peu ce que l'AMC fait avec la présentation des excuses. Ils ont revu leur dossier, essayé de trouver où il y a eu des moments où ils ont fait partie des inéquités que nous percevons encore de nos jours. D'une part, il faut accepter la vérité. Mais comment allez-vous procéder? Nous avons plus d'une façon de procéder. Nous avons différentes façons de dévoiler cette vérité. Voici maintenant, c'est un autre WAPOM. Un instant, on a de la difficulté à mettre. C'est le drapeau des 5 nations. C'est devenu le drapeau des Haudessauné. L'histoire derrière tout ça, avec la création de la fédération ou de la confédération, il y a un point important à mentionner. Il y avait une femme qui habitait seule dans le bois à une intersection et elle était malheureuse. Elle était ostracisée. Et les gens qui circulaient sur les deux voies, que ce soit pour des raisons diplomatiques ou pour aller chasser ou pour la guerre, en fait, arrêtaient à sa maison. Ils étaient alimentés et abrités et elle prenait la parole. Elle est devenue la personne ressource, une source d'information. Elle s'appelle Chikum Suze. On ne l'entend pas beaucoup parler dans l'histoire, mais j'aimerais souligner son rôle. Elle prenait cette information et l'utilisait pour souvent à l'encontre. Si elle a décidé qu'elle était pour accepter le traité de paix et d'être pacifique, elle a décidé d'accepter de ne pas manipuler la vérité.
Alors aujourd'hui, on appelle ça la désinformation et la mésinformation. Si nous voulons la vérité, on doit avoir la bonne information. Vous avez écouté plus d'un intervenant, toutes les parties prenantes, comprendre tous les aspects de la question. Autrement dit, il faut faire preuve d'humilité et d'essayer d'être logique et non émotionnel. On a la cérémonie de condoléances. Et dans cette cérémonie, où on lance une discussion de façon positive. Et en fait, il y a 3 petits débits qui font partie d'un WAPOM. D'une part, vous devez nettoyer vos yeux pour bien voir. Puis, on prend une plume et on nettoie les oreilles afin de bien entendre ce qui sera dit. Puis, et de l'eau propre que vous devez absorber afin de pouvoir parler positivement et laisser sortir les mots. Et vous devez participer de façon positive. Donc, lorsque vous avez une relation, vous ne devez pas manipuler la vérité. Vous devez participer, s'emmener votre bagage émotionnel intérieur. Ça, c'en est un autre, WAPOUM. Cela reprend les matelas sur lesquels s'assoit un chef. Lorsqu'un chef n'est plus un chef ou qu'il décède, tout ce qu'il avait utilisé sur ce matelas, si jamais il a été malade, participé à une guerre ou avait une mauvaise relation, ce matelas se salit. Mais lorsqu'un nouveau chef, il va s'asseoir sur un matelas sale, mais il faut le nettoyer afin que la prochaine personne puisse s'asseoir dessus. Autrement dit, on n'utilise pas l'ancien mandat avec le nouveau mandat. Autrement dit, on ne prend pas de vieux griefs et on ne les remet pas sur la table. Autrement dit, on peut repartir de nouveau. C'est possible. Et c'est la raison que ce petit matelas est important. Ces WAPOM qui ont été utilisés depuis des temps immémoriaux, ce sont des vieilles idées. Elles sont encore valides aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Nous avons déjà ces enseignements dans notre culture et nous devons les repasser afin que nous ayons une autre approche, afin que nous puissions devenir des alliés. Être allié, c'est une question de relation. Dernier point, c'est un autre WAPOM. C'est un WAPOM à 2 rangées. Il est bien connu. C'est une ceinture qu'il a été fait en 1630 entre les Haudenosaunee et les Hollandais. Alors, tout le monde descend la rivière de la vie côte à côte. Alors, nous sommes dans notre canot, ils sont dans leur navire. On maintient nos systèmes de gouvernance, nos droits, nos coutumes, nos langues, tout ça séparé. Mais on avance dans nos propres bateaux en parallèle. Beaucoup d'espace, voyez-vous. On a un territoire très ample. Regardez, avec ce wampum, on le partage. Chacun dans son propre vaisseau, on descend la rivière ensemble, sans intervenir ou sans s'ingérer dans les affaires de l'autre. C'est ce que ça veut dire être un allié. Vous êtes avec l'autre en descendant cette rivière de la vie, mais sans s'ingérer. Voici un autre wapoum. C'est l'arrivée des Blancs. Voyez-vous ces 2 lignes bien épaisses? Et dans le milieu, il y a une petite ligne blanche, en plein milieu. C'est encore en parallèle. Et les lignes plus épaisses, ce sont les peuples autochtones, et la petite ligne, ce sont les premiers colons. Nous avons aidé. Encore, c'est l'idée des wampum à 2 rangées. Leur enseigner comment vivre ici, sur l'île de la Tortue. Ce n'était pas facile. Nous avons même aidé à se protéger. Mais l'idée dans tout ça, c'est de ne pas s'ingérer, de se soutenir les uns les autres. C'était très important. En conclusion, lorsqu'on parle d'alliés, il faut reconnaître avec votre navire, votre bateau, votre canot,
et restez-y. Vous ne voulez pas vous ingérer. Lorsque vous êtes alliés, vous êtes côte à côte dans la même rivière. Nous voulons aussi parler avec les gens. Mais on ne peut pas s'adresser à une corporation, à une organisation. On parle à des gens. Et les gens sont très raisonnables, principalement lorsqu'on va aller de l'avant de façon positive. Je vais m'en tenir à cela. Merci beaucoup. Je vais maintenant recéder la parole à Dr. Lem. J'aimerais qu'elle nous donne des exemples par rapport à son expérience en travaillant avec les personnes autochtones et ce que représente son alliance avec les Autochtones. J'ai une pratique familiale à Vancouver, mais depuis le début de ma carrière, je travaille en milieu rural. J'ai travaillé pendant les 2 premières années de ma carrière, c'était d'être médecin familial dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique à Hazelton, les 3 Hazelton. Je vais vous donner un exemple positif d'alliance. Je vais vous expliquer un peu mon expérience dans cet hôpital avec le personnel. Nous avons une population de 80% autochtone. Il y avait cette idée de respect mutuel entre autochtones et colons. On avait des rondes à toutes les semaines avec le personnel. Mais il y a une semaine, j'ai invité Roy Henry Vickers. C'est un artiste autochtone bien connu. Il a 3 héritages différents. Et j'ai aussi invité sa sœur Patricia, qui est une universitaire. Et on a parlé de la guérison en utilisant les méthodes autochtones. La salle était bondée avec des médecins qui travaillaient, des médecins à la retraite, des membres du personnel. C'est beaucoup plus que les 5 personnes qui se présentaient pour les rondes matinales. Alors, cela fait près de 20 ans maintenant, alors que j'ai commencé ma carrière. Les gardiens du savoir n'avaient jamais été invités dans ces rondes universitaires à l'hôpital. Et même là, il y a de ça 20 ans, il y avait un intérêt profond pour cela. Nous devons tirer profit des opportunités qui se présentent à nous, changer la façon dont nous apprenons afin de pouvoir honorer notre patient. J'hésite souvent à mentionner le prochain exemple. Ce n'est pas un exemple d'alliance, mais ça démontre bien complètement l'opposé. Si jamais on n'a pas d'alliance dans le système de santé. C'est une expérience très difficile alors que j'offrais des soins dans une région non autochtone. Alors, c'était une époque très stressante pour un nouveau médecin. Je suis retournée à Toronto. J'y suis allée pendant plusieurs années. J'ai travaillé à Sioux Lookout. Lors de mon premier quart à l'urgence, il y avait du personnel. C'est un étudiant de 3e année, un résident. Il m'a beaucoup aidé lorsque j'ai vu mon premier patient. Alors, tout simplement, elle est décédée. La veille, les infirmières l'avaient renvoyée à la maison car on pensait elle était intoxiquée. Mais c'est en fait une hémorragie subdurale. Lorsqu'elle est montée le matin, elle avait un GCS de 7, des pupilles dilatées. Nous l'avons intubée, transportée à tente de bain, elle est décédée. Un médecin était complètement dévasté. J'en suis encore émotionnelle aujourd'hui. Vous l'entendez dans ma voix. Mais cela démontre à quel point il est important que les membres de l'équipe soient des alliés, car cela peut représenter un décès pour une personne autochtone. Alors que je continue à pratiquer en milieu rural, dans le Nord, autant qu'en Colombie-Britannique et dans le travail que je fais avec la CEP, c'est comment pouvons-nous être de bons alliés, nous assurer que nos patients sont en sécurité. Merci d'avoir partagé les 2 exemples, positifs et négatifs. Merci, Dr. Lam. Merci, Mme Horn. Merci de partager avec nous ces connaissances autochtones qui datent de génération en génération. Très utile. Nous allons maintenant donner la parole à Mme Dr. L'Espérance, Sarah L'Espérance.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On aimerait savoir quelle était votre expérience en matière d'alliance. Vous travaillez en région éloignée, au Nunavut ou ailleurs. Il y a peut-être d'autres médecins qui participent à cette discussion dans des communautés éloignées. Qu'avez-vous appris dans votre pratique? Et en tant que ancienne présidente de l'Association des médecins en milieu rural, qu'avez-vous appris de vos expériences? Docteur L'Espérance, j'apprécie la question. Voici ce que j'ai appris. C'est qu'en fait, j'en ai encore beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de vérités à apprendre et à découvrir. Comme Dr. l'a mentionné, il y a des enseignements à tirer de tout cela. Alors, au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, j'ai pu accroître mes connaissances et mieux comprendre la situation. Et on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. On commence souvent avec de bonnes intentions. Et les gens sont très généreux, participent leur savoir. Ils ont partagé avec les colons. Il m'incombe de mieux comprendre. Il m'incombe de faire mon travail pour changer le système, changer nos relations. J'aimerais aussi revenir sur la question de l'alliance. D'une part, il y a des relations et des composantes qui font partie d'une relation positive. Comme on l'a mentionné dans la fenêtre de clavardage un peu plus tôt, on pense à des problèmes systématiques. Mais on a la relation patient-médecin, vous savez. Quand on essaie de comprendre qui sont nos patients, d'où ils viennent, je pense qu'en médecine, on veut mieux comprendre nos patients, leur expliquer qui nous sommes. Ce sont des moments qui sont très puissants. Lorsqu'on se déplace dans les petites communautés, comme au Nunavut, je, je, je me déplaçais avec mon bébé. Souvent, il faut établir des relations avec les membres du personnel. Alors, mon bébé avait toutes les tantes aux soins de santé qui s'occupaient de lui pendant que je travaillais. Alors, je pense que l'on peut devenir un allié. Alors, en plus d'apprendre, il faut penser à ce qu'on entend. D'autre part, c'est que chaque communauté est unique. Et souvent, on se demande quelle est la solution. Cela dépend de la situation. Et chaque personne est unique. Alors, dans les communautés rurales, on me dit que si vous avez déjà connu ce qui se passe dans une communauté rurale, c'est exactement la même situation dans une autre communauté rurale. Et lorsque vous avez appris quelque chose, vous devez agir pour renforcer ces alliances et aller de l'avant avec des actes. J'aimerais revenir sur ce que la Dr. Lem a mentionné. Souvent, principalement lorsque vous travaillez dans les zones éloignées du nord et rurales, lorsque je travaille à Nunavut, on fait face à des structures coloniales bien ancrées. Alors, autant du côté des prestataires que des patients. Souvent, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours un endroit où nous sommes à l'aise lorsque nous devons nous déplacer. Mais ça vaut la peine. Parfois, on est pointé du doigt. On a l'impression qu'on ne peut pas nécessairement dire ce que l'on pense. Et souvent, on juge sans comprendre l'ensemble de la situation de la vie d'une personne.
Lorsqu'on essaie de devenir un allié, faites preuve d'humilité et soyez conscient qu'il y a des gens autour de vous qui essaient de faire la même chose. Nous faisons tous des erreurs. Il peut y avoir peut-être d'autres opportunités qui permettent de réajuster le tir. Certaines des structures sont tellement ancrées dans un modèle de suprématie blanche, c'est souvent difficile de changer la donne. Il faut faire preuve de flexibilité quand nous pouvons le faire. D'autre part, quand j'ai commencé à être dans un rôle de leadership, on a beaucoup plus de responsabilités. Disons que vous siégez dans un conseil, au sein d'un comité, lorsque vous êtes à la direction dans un organisme de santé, il faut peut-être être là pour influencer des changements, être cette voix, afin d'inciter à la prise de mesures. J'ai bien, comment vous et le Dr. Horn, présenté le concept de relation. L'alliance, c'est fondé sur des relations. Alors vraiment, il faut prendre des mesures, aller avancer ensemble dans la même direction. Vous avez parlé d'erreurs, vous avez mentionné les erreurs. Souvent, on entend des commentaires. Certains colons avaient peur de travailler avec les peuples autochtones. Souvent, les gens ont peur de faire des erreurs, de dire la mauvaise chose. On a peur de faire des erreurs. Et il y a des gens qui ne travaillent pas au sein des communautés autochtones. Alors, comment peuvent-ils nous aider s'ils ne travaillent pas au sein des collectivités autochtones? Pouvez-vous parler un peu de votre expérience? Quel genre d'obstacles avez-vous rencontrés? Pouvez-vous donner des exemples d'erreurs que vous avez peur de commettre? Qu'en est-il? Réponse. Docteur L'Espérance. Juste participer à cette séance, c'est une façon d'aller de l'avant, en apprendre davantage, utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour lire sur la réconciliation, essayer de mieux connaître les traités historiques. Quelle était l'influence dans nos systèmes? Comment on perçoit la suprématie blanche au sein de nos organisations? Alors, il faut prendre toutes les opportunités possibles. Souvent, lorsque nous sommes dans un milieu majoritairement autochtone, il faut faire ces efforts. Oui, j'ai fait des erreurs. Et ce sont des erreurs qui vont survenir, je le sais. Et souvent, lorsqu'on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on ne fait pas d'efforts. Je ne suis pas toujours à l'aise. On peut ne pas être toujours à l'aise, mais une fois qu'on est un peu plus familier avec la situation, cela va mieux. Et il faut commencer avec de bonnes intentions, être ouvert et essayer d'améliorer la situation. Et vous devez vous approprier votre propre travail. Je pense que c'est une bonne approche. Et avec mon expérience, les peuples autochtones font preuve d'une énorme générosité, car on fait des efforts pour aller de l'avant en matière de réconciliation. Mais il y a un bon parallèle, je vous dirais, avec la médecine rurale. Et de façon générale, il y aura toujours ce syndrome de l'imposteur. Et en médecine rurale, on le voit souvent. Souvent, on ne sait pas comment traiter une question. Parfois, vous allez chercher de l'information sur YouTube, une vidéo. Peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Mais vous devez faire de votre mieux pour offrir des soins. Nos communautés et nos patients autochtones s'y attendent. Nous devons faire de notre mieux. Apprendre davantage, bien comprendre. Et lorsqu'on se présente, on est là avec de bonnes intentions. D'autre part, essayez de voir
d'observer autour de vous. Souvent, c'est autour de nous. Ce sont les interactions quotidiennes avec nos patients. Parfois, vous êtes dans un rôle d'enseignement. Les curriculums sont élaborés. Il faut parfois revoir la structure. Différentes façons. Donc, observez autour de vous ce qui se passe. Ça peut être des domaines plus discrets, des domaines plus importants. Et je pense qu'on peut aller de l'avant en faisant attention à ce qui se passe autour de nous. J'ai une question pour la Dr. Horn. Même question en fait. Avez-vous quelque chose à rajouter en matière d'obstacles, en matière d'erreurs, d'autres choses? Réponse, Dr. Horn. Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous n'essayez pas. Et en médecine, on peut faire des erreurs. En matière de culture, on peut faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur. Et si jamais il y a quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, essayez-le. Alors oui, ça peut avoir des effets positifs ou négatifs. Souvent, lorsque je travaille à une communauté, j'invite les résidents et les médecins pour leur rotation de 3 mois. Souvent, on a très peu d'étudiants, on en a 200 d'Ottawa, McGill et Queen. Ils ont appris sur la façon de faire une rotation en respectant les patients. Il faut avoir de bonnes séances d'intégration. Les apprenants, vous devez comprendre que vous n'êtes pas nécessairement un médecin dans le système. Il faut prendre du temps pour apprendre auprès des membres de la communauté la culture, la langue. D'autre part, ils doivent interagir avec les personnes de la communauté qui offrent des soins de santé, comme nos infirmières en soins à domicile, les gens de la pharmacie, aussi dans les services d'ambulance, nos paramédics. Alors, il faut vraiment un peu connaître ce qui se passe au sein de la communauté, voir ce qui existe, afin de bien comprendre vos attentes et établir des alliances. Vous ne pouvez pas être un bon allié si vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe. Et pour la meilleure façon de trouver des solutions, c'est de faire ces rotations en toute sécurité et de s'assurer que les étudiants ont une bonne expérience. On a toujours des cérémonies, principalement lorsque vous entrez dans une communauté, et on oublie de l'enseigner. Et on doit l'enseigner. Les gens ont peur qu'elles n'ont absolument aucune idée à quoi s'attendre. Il n'y a pas de directive, mais vous devez le voir. Et c'est peut-être l'un des grands problèmes. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de modèle pour offrir ce type de renseignement. Donc, ils partent avec les connaissances et les idées et les façons de penser des gens qu'ils rencontrent, c'est-à-dire les médecins. C'est très limité. Donc, on va dans ces communautés, c'est une bonne chose, mais on pourrait en faire plus. Si on ne le fait pas bien, on court le risque d'exacerber les préjugés qui étaient déjà là. Je veux laisser assez de temps pour les questions. Je passe aux panélistes, un à la fois, pendant que vous passez à vos questions. Y a-t-il une chose que vous diriez aux apprenants qui veulent voir un changement, qui commencent leur carrière? Melissa, Sarah, Augusto et Chica nous aidera avec les questions. Melissa, je peux commencer en 20 secondes. Je veux souligner ce que Dr. Horn a dit. Les relations prennent du temps et de la présence. Le fait que j'ai commencé mon enseignement médical, c'était à Sioux Lookout, a fait en sorte que je suis intéressée à ces communautés et à cette cause comme médecin. On a des rotations rurales obligatoires. Il faudrait qu'il y ait
du temps obligatoirement passé avec la médecine autochtone, que ce soit dans des communautés, dans des villes où il est plus difficile d'avoir accès à cette expérience, dans les centres d'amitié ou les cliniques où les Autochtones vont. Donc, prendre le temps d'être dans ces endroits, c'est très important. Docteur L'Espérance, j'allais dire ralentir. Prenez le temps d'apprendre, d'écouter, d'expérimenter, mais comme Mélissa l'a dit, il faut sortir de son milieu, aller dans les communautés, apprendre davantage sur les cultures et qui les gens sont. Dr. Horn, je dirais qu'on a travaillé très dur comme médecin autochtone pour faire partie du mouvement pour arriver où on en est. On a eu beaucoup d'occasions d'apprentissage avec Brian Sinclair, Joyce Echaquan et les gens que j'ai rencontrés pendant ma formation qui m'ont allumé la conscience. Donc, on a ça en tête dans notre mémoire, notre expérience. On est dans vos comités, vos conseils d'administration, vos groupes de travail. Donc, écoutez les Autochtones à ces endroits parce qu'ils ont une expérience, une histoire qui peut être différente de la vôtre. On n'a pas qu'une seule personne dans ces groupes, au moins deux ou trois Autochtones parce qu'on a tellement de différences. Rien n'est similaire. C'est comme une communauté rurale n'est pas comme la prochaine. C'est la même chose pour nous. Le reconnaître et nous aider à être dans ces endroits pour qu'on puisse parler en sécurité, pour créer ces relations où on peut avoir les meilleures vérités et prendre les meilleures décisions. Chika, les questions? Merci à tous. Il y a beaucoup de gens. C'est fantastique. Mettez vos questions dans le chat. Si vous avez une question pour un panéliste, dites-le, on posera la question. Moi, j'ai une question. Si ça va, je pourrais la poser à Dr. Lem. Où commencer? Lorsque la question a été posée, il y a des gens qui avaient beaucoup d'avance et d'autres qui n'avaient pas du tout commencé. Si vous aviez des conseils sur comment commencer la réconciliation, qu'est-ce que vous diriez? Chika, c'est un domaine énorme. Je prendrai des parallèles de mon travail avec la santé. On veut s'attaquer à tout en même temps. On va être le meilleur allié et on ne peut pas le faire d'un seul coup. Ça prend du temps, ça prend du travail. Il faut penser à quelque chose qui vous intéresse vraiment, qui vous intéresse. Et regardez les lacunes dans votre pratique, dans vos cercles, et pensez à vos compétences spéciales, vos réseaux, et à l'intersection de ces trois choses. Peut-être que c'est là où vous voulez entrer dans ce domaine, où vous voudrez commencer à lire, à obtenir des détenteurs de connaissances dans ce domaine. Donc, plutôt qu'essayer de vous attaquer à tout en même temps, pensez à une chose qui vous semble importante, entrez de ce point-là. Je l'ai vu de mon propre travail. Quand on commence à un endroit, il y a plus de couches de l'oignon, on veut en apprendre davantage et on continue à travailler sur les connaissances et tout ce qu'on peut faire. Bon conseil. Commencez par ce qui vous intéresse. Merci. Il y a une question qui dit pour les médecins qui se joignent au système médical d'ailleurs dans le monde, comment peuvent-ils apprendre sur les peuples autochtones? Dr. Horn,
C'est très, très important. À l'école médicale, on m'a, pendant ma formation, pendant une rotation, on m'a dit de voir des patients dans un certain ordre et la dernière femme, c'était une autochtone qui avait besoin, vraiment besoin de soins. C'était vraiment horrible de voir ça. Elle est morte, elle est décédée et j'étais tant frustrée de ne pas avoir pu la voir plus tôt pour militer pour elle. Il n'y avait personne dans cette salle d'urgence qui la défendait, cette pauvre femme, qui avait été laissée sur le trottoir par un taxi, en fait. Et il y a une personne d'un autre pays qui fait sa résidence en médecine interne. Qu'est-ce qu'il sait de nos femmes autochtones? Les femmes autochtones sont le groupe le plus vulnérable de tous les groupes au Canada. C'est pour ça qu'on a eu cette enquête sur les femmes autochtones et les filles disparues et assassinées. Donc, ce n'est pas que d'apprendre sur le Canada, le drapeau, les chansons, l'histoire, mais aussi, ça prend quelque chose sur les peuples autochtones. Pas ce qu'on a vu à l'école secondaire, mais quelque chose de substance qui les aidera à comprendre notre situation et reconnaître que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, c'est peut-être erroné et c'est très nocif. J'ai beaucoup pensé à cette femme pendant mes années et ce que j'aurais fait différemment. C'était il y a 25 ans, c'était différent à ce moment-là. J'espère que ce soit mieux maintenant. Je ne sais pas la réponse, sauf qu'il faut dévouer les ressources d'enseignement aux nouveaux arrivants à ce pays, aux gens qui arrivent dans notre pays, et il faut les informer sur nous, pas ce qu'on disait auparavant parce que ça n'a jamais fonctionné. Merci d'avoir partagé cette histoire. L'apprentissage est important pour tous, que vous soyez nouvel arrivant au Canada ou que vous soyez là depuis longtemps. Beaucoup de gens du Canada ne sont pas au courant, malheureusement. Parfois, c'est les mêmes résultats, les mauvais résultats, peu importe d'où vient cette personne. Ce que vous dites, c'est qu'il faut commencer quelque part et il faut apprendre, peu importe d'où on est, parce que la réalité, c'est que les Autochtones ont... Allez-y, Dr. Horn. Je ne voulais pas vous interrompre. Non, non, ça va, je suis désolée. Je voulais dire qu'un des plus grands problèmes, c'est qu'on suppose qu'on apprend que des gens qui sont au-dessus de nous, il y a comme une hiérarchie. Et les gens qui sont dans la hiérarchie ont des façons vraiment arrêtées de penser, qui reflètent toute leur histoire à eux. Et c'est là d'où le racisme vient. Donc, il faut écouter nos jeunes parce que ce sont eux qui voient les choses différemment, qui ont différentes expériences, différentes reconnaissances, peut-être plus saines. Beaucoup de communautés autochtones ont des enfants et ce sont les enfants qui nous choisissent comme parents et nous donnent un cadeau. Il faut trouver l'espace pour eux, pour qu'ils vivent et qu'on puisse apprendre d'eux et recevoir ce cadeau. C'est générationnel, mais c'est du bas vers le haut. C'est les enfants qui nous enseignent. On ne peut pas juste avoir les mêmes gens qui enseignent la même chose. Il faut élargir l'apprentissage et inclure les jeunes pour nous aider à faire les choses mieux. Changer le paradigme. Notre paradigme ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Docteur L'Espérance, vous avez quelque chose à ajouter? Si vous êtes plutôt dans l'apprentissage, il y avait une série de films. Il y a une série de films qui peut vous aider
avec la santé autochtone, l'histoire, certains rapports comme le rapport final de la Commission sur la vérité et la réconciliation et sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Quelques livres, 21 choses que vous ne savez pas sur la loi sur les Indiens, par exemple. Jody Wilson-Raybould, qui est ancienne sénatrice, a écrit Vérité, réconciliation, je pense que ça s'appelle son livre. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des ressources à l'AMC, aussi sur le site web. Mais voilà, des bons endroits où commencer l'apprentissage. J'ai mis le lien dans le chat. Un très bon film, difficile à voir, mais c'est très important de le voir. Merci. Quelques autres questions. Il y en a une. Que faites-vous lorsqu'il y a tant de choses? Il y a un nombre difficile pour les médecins. Il y a trop de travail et ils sont brûlés. Comment rajouter ça à un horaire qui est déjà trop chargé? Dr. Horn, vous voulez essayer? Oui, c'est déjà beaucoup. C'est parce qu'on fait les choses de façon cognitive. Il faut se souvenir de tous les détails pour pouvoir y avoir accès, mais on ne sait pas comment utiliser notre cœur. Si on investissait plus d'énergie pour créer des espaces extérieurs sains où on pourrait aller, où on pourrait sortir, aller dans la nature, aller dans un parc national, sur l'eau. Ensuite, on trouve des points communs. C'est ce dont on parle pour la connexion à la Terre et la relation à la Terre. Et en comprenant ça, c'est mieux pour les alliés. Beaucoup d'alliances se produisent lorsqu'il y a un but commun. Nous sommes tous humains, tous sur la même terre. On a des éléments communs plus que des différences et il faut les trouver. Il faut s'occuper de nous à l'école de médecine. Et il faut peut-être commencer à sortir et sentir avec tous nos sens, pas que notre cerveau, nos oreilles et nos yeux. Ça fait partie de ce que vous faites déjà. Il faut écouter avant de parler. On a deux oreilles et une bouche. Il faut écouter plus et parler moins. Je le dis à mes enfants aussi. Je trouve ça une chose très intéressante. Je sais qu'il y a encore quelques questions. Il faut avancer. Il faut qu'on aille dans nos petits groupes. Merci à tous nos panélistes. Merci à Dr. Reimer. Merci d'avoir partagé tous ces exemples et vos connaissances. C'est très apprécié. Nous allons dans les petits groupes. Vous verrez la question à l'écran. Lorsque vous vous êtes inscrit, vous nous avez dit que vous vouliez parler de ce que c'est qu'être allié. Un des rôles principaux, c'est de travailler de façon anti-opprimante. Eh bien, on a parlé de beaucoup de bonnes choses. Alors, une des premières choses que j'ai entendues, c'est une conversation sur les alliances et les alliances finalement découlent d'un travail finalement personnel. Il faut parler aux gens finalement qui vivent ces problèmes, ces obstacles pour pouvoir apprendre plus sur les besoins de la collectivité, à savoir où on peut changer la donne. Une autre conversation que j'ai beaucoup aimée était comme suit. On a tendance à finalement nous concentrer sur les aspects interpersonnels du racisme et du préjudice.
Et le racisme systémique est en fait difficile à reconnaître, à identifier, parce qu'on voit le système tel qu'il est comme étant normal au lieu de le voir comme une structure coloniale qui nuit aux gens. C'était bien d'écouter cette conversation et et d'en apprendre plus. Alors, quand on pense à l'équité et l'inclusion, il faut penser aux personnes autour de la table, mais la question devrait être plutôt qui a construit cette table, qui a fait cette table? Est-ce qu'on devrait prendre des décisions de cette façon-là? Alors, prendre du recul pour contester le système. Le système est-il logique? Et peut-être étudier la question de manière plus holistique. Alors, inclure les perspectives autochtones dans tous les domaines, y compris le bien-être mental. On doit intégrer tout cela dans la construction du système. Alors, voilà quelques questions finalement qui m'ont frappé. Alors, une bonne discussion. J'ai très hâte finalement à entendre parler des panélistes. Merci, Dr. Reimer. Quand vous vous sentez mal à l'aise, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi. C'est peut-être parce que ça perturbe la structure coloniale à laquelle on est habitué. Vous êtes habitué à une seule façon de faire, hein. Alors, le docteur L'Espérance, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Merci beaucoup. On a eu de bonnes discussions, de bonnes discussions. On a commencé, on parlait du racisme évidente qui existe dans le système de santé. On a beaucoup parlé de microagressions et on a parlé également d'exemples flagrants de racisme et comment s'y attaquer. Ensuite, on a parlé de la reddition de comptes qui est nécessaire dans notre système et dans nos structures, hein. Pour contrer le racisme, il fallait également penser à nos partis pris inconscients. Que, quel, que faisons-nous finalement finalement pour refléter nos partis pris? On a également parlé du système, on a également parlé des politiques et de contester les politiques et la structure coloniale pour obtenir le changement ensemble. Et on a parlé donc de déplacement pour des réseaux médicaux, surtout pour les femmes autochtones dans le Grand Nord. Les femmes enceintes doivent se rendre dans le sud ou à Iqaluit pour accoucher. C'est perturbateur. Ouais, et là, c'est un autre exemple de structure coloniale. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble finalement pour changer la donne et pour apporter un changement? Ça a été l'essentiel de notre conversation. Une bonne conversation. Merci beaucoup. Alors, Dr. Horn, on avait un groupe un peu timide, si vous voulez. On a eu une discussion, néanmoins. Je dois vous dire finalement que ça reflète la société et on a très peur finalement de parler. On ne veut pas être dans l'erreur. On garde les caméras éteintes et ça me rend triste parce que c'est un espace sûr où avoir ces conversations aujourd'hui. Alors, je pense qu'on n'a pas on n'a pas eu une discussion aussi robuste que je n'aurais souhaité. Mais on a eu quand même une discussion sur comment, comment le domaine médical ne respecte pas, ne reconnaît pas, ne respecte pas les connaissances traditionnelles. On pense qu'on est allié, mais on n'a pas vraiment réfléchi assez pour comprendre qu'ils ne sont pas en fait des alliés. Il y a des partis pris implicites. Alors, la question qui se pose est la suivante, comment est-ce qu'on peut encourager quelqu'un à réfléchir? C'est très difficile à faire. C'est, c'est quand on a un trouble de personnalité, vous savez, vous ne pourrez pas changer le comportement de la personne
sauf si la personne se rend compte qu'elle a un trouble de comportement et si ça les dérange. Et à ce moment-là, ils peuvent participer à changer leur comportement et leur perspective. Quand on a quelqu'un finalement qui n'a aucune connaissance et qui n'est pas au courant, c'est très difficile finalement à les inciter à ne pas être sur la défensive. Ça arrive dans le domaine médical parce que c'est une hiérarchie. On ne se sent pas en sécurité quand on conteste l'hierarchie. C'est triste. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Dr. Han. Donc, vous dites qu'il faut contester les paradigmes qui existent, n'est-ce pas, dans la médecine pour donner de l'espace aux gens pour qu'ils puissent finalement intervenir et changer leur façon de faire. Il faut également faire preuve de prudence, il faut être ouvert. Dr. Lem, voulez-vous peut-être parler de la discussion à laquelle vous avez participé? C'était un bon groupe, une bonne discussion. Je suis choyé d'avoir pu participer à cette discussion. On a vraiment mis l'accent sur les solutions. Comment supprimer les obstacles? Comment changer la mentalité? Changer les structures depuis l'extérieur. Annette Cormier du Nouveau-Brunswick a parlé de l'apprentissage qui découlait de la création d'un programme de sensibilisation. Alors, ils ont appris que la co-création et s'appuyer est essentiel et ça prend du temps à le bien faire. On veut toujours s'empresser, arriver à la solution. On ne peut pas faire cela quand on construit des relations. Il faut comprendre le contexte, réunir tous les bons partenaires. Il faut commencer petit. C'est un bon programme. Ils ont pu éliminer des obstacles. Finalement, on met à contribution des aînés, les étudiants en médecine. Beaucoup d'étudiants en médecine disent que c'est une expérience qui les a marqués à vie. Alors, ça montre que c'est très important à impliquer les étudiants en médecine dès le départ pour qu'ils voient donc les soins prodigués finalement d'un autre point de vue, axés sur leur passion. Il y avait un vice-doyen de l'éducation qui a parlé finalement des étudiants en médecine qui ont l'impression de devoir finalement limiter le temps passé avec les patients. Et lui il disait qu'il fallait adopter une approche holistique. Alors, le doyen dit finalement qu'il faut apprendre tout sur l'histoire d'un patient. Ça prend un certain temps. La confiance doit être gagnée et on gagne la confiance en passant du temps avec le patient, être curieux, sortir de sa zone de confort, poser des questions sur les choses qui nous rendent mal à l'aise, être curieux, apprendre plus sur son patient et ça peut mener de meilleurs résultats pour son patient et pour le système dans lequel vous travaillez également. Merci. C'est fantastique. Merci beaucoup. On a presque terminé. J'aimerais céder la parole à Josh Reimer, qui aimerait faire quelques remarques de clôture. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aux panélistes. Une bonne occasion pour nous d'apprendre en partant aujourd'hui. Je vous invite à poursuivre votre parcours personnel vers la réconciliation. Pensez à comment être un meilleur allié. Pensez à comment on peut mieux faire pour offrir des soins adaptés sur le plan culturel. On nous a parlé aujourd'hui des exemples tragiques des cas où les Autochtones n'ont pas reçu les soins nécessaires. Les résultats ont été dévastateurs, mais on nous a également fait part des exemples finalement de mesures positives qui ont été prises. J'espère que vous êtes inspirés à continuer à comprendre, à continuer à apprendre
et quand vous faites erreur, qu'on vous corrige. On a peur de faire erreur, certainement, mais quand vous acceptez positivement cette correction, ça devrait vous encourager à poursuivre le parcours que vous soyez apprenant, que vous soyez médecin en pratique. Nous avons tous la responsabilité de construire un meilleur avenir pour nos patients et nos collègues. Je voulais vous partager quelques ressources de l'AMC qui sont affichées à l'écran, qui peuvent vous aider avec votre parcours. On va les circuler par courriel après également, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur par où commencer. Ça, c'est un bon début. Il y a beaucoup de ressources qui ont été partagées dans le chat. On va essayer de les réunir et les inclure dans le document qu'on va vous envoyer. Merci à l'équipe qui a organisé, aux interprètes, tout le monde qui travaille en coulisses, aux panélistes et à tous les participants aujourd'hui. On a eu une bonne discussion et merci à vous tous. Je cède la parole donc à Chika. On a presque terminé. Une dernière demande. On essaie de faire en sorte que les webinaires soient meilleurs que le précédent. On va vous envoyer donc un questionnaire. Répondez à ces deux questions. Ça fait toute la différence pour nous parce que ça nous permet finalement d'améliorer nos webinaires à chaque fois. On espère pouvoir poursuivre notre série de webinaires en 2025. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Alors, si vous voulez savoir plus sur ces webinaires, je ne savais pas que le webinaire a eu lieu. Si vous voulez qu'on vous inscrive sur notre liste, alors connectez-vous, dites-nous les informations que vous voulez recevoir. On va vous envoyer des informations sur les sujets qui vous intéressent. Alors, par cela, je vois que les gens répondent aux questions. Il y a deux questions. Vous allez devoir peut-être élargir l'écran pour voir toutes les questions. Alors, j'aimerais donc répéter ce qu'a dit la Dr. Reimer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session, d'avoir été vulnérable, d'avoir posé des questions et de viser le changement. Au nom du personnel de l'AMC, merci d'avoir participé. Bonne journée.